Aujourd'hui, on est réunis pour parler des neurosciences au secours du handicap, enfin de certains handicaps en tout cas. Quels sont les espoirs, quels sont les enjeux. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Jocelyne Bloch et Grégoire Courtine, qui sont justement des personnes qui sont à la pointe sur ces recherches-là et dont on a beaucoup parlé, en tout cas dans les médias, en 2023, lorsque vous avez mis au point un dispositif qui permettait à un paraplégique de remarcher, un paraplégique qui était resté 12 ans paralysé, et avec donc un implant cérébral, si j'ai bien compris, qui décodait sa pensée et qui transmettait à un stimulateur des informations qui pouvaient, de cette façon-là, disons, stimuler ses membres. Vous aviez parlé d'un pont digital qui traduit les pensées en action, effectivement, parce que nous, quand on veut bouger, c'est tout simple, il suffit, on bouge. Mais quand on ne peut plus, j'imagine que c'est beaucoup plus compliqué. Alors, justement, j'aimerais savoir, ça fait 2 ans maintenant qu'on en a parlé, où en sont un peu les recherches, quels sont les espoirs, est-ce qu'on a beaucoup progressé sur ces questions de réhabilitation neurologique, pour les capacités motrices d'une part, mais peut-être aussi pour des capacités cognitives, on parle d'interface cerveau-machine. Voilà un petit peu ma première question. Alors c'est une recherche qui a commencé en 2009 sur des rongeurs, donc qui a avancé rapidement, mais en même temps c'était quand même il y a presque 15 ans, donc c'est une recherche qui a quand même une certaine inertie, qui est extrêmement compliquée. Donc on avait une preuve de concept sur un participant, Gertjan, celui que vous venez de nommer, et depuis Jocelyne a implanté une deuxième participante pour la récupération de la marche. Peut-être que tu veux parler de Martha. C'est vrai que le premier était un paraplégique, on va dire, incomplet. Et donc, il y avait un tout petit peu de fonction résiduelle. Il a pu réapprendre à marcher avec le pont digital. Cette deuxième participante a une lésion complète, c'est-à-dire qu'elle n'a plus aucune fonction résiduelle et elle est actuellement en entraînement. Et puis, en parallèle, on a conduit une étude qui fait exactement la même chose, mais pour réactiver le bras, le membre supérieur, avec le même principe d'un implant sur le cerveau qui enregistre la pensée et qui va transmettre ses intentions sur le stimulateur qui est cette fois localisé dans la région cervicale, contrôlant le bras. D'accord. Et ça, pour les réhabilitations donc motrices, est-ce que pour les réhabilitations cognitives, je ne sais pas si vous connaissez bien le sujet, est-ce qu'il y a aussi des recherches, est-ce qu'on avance aussi dans cette direction-là? Alors, ce n'est pas notre sujet de recherche. On s'est surtout limité, on va dire, aux aspects moteurs et aussi au système autonome, après des lésions de la moelle épinière, mais aussi dans d'autres indications comme des maladies neurodégénératives telles que la maladie de Parkinson ou l'AVC, où on a un déficit moteur qu'on aimerait absolument contrecarrer. Pour les déficits cognitifs, il y a des recherches qui sont menées par d'autres groupes, mais je pense qu'on va plutôt parler de notre recherche aujourd'hui. Oui, tout à fait. Non, je pensais parce qu'on voit passer dans les médias de temps en temps concernant les personnes dans des états végétatifs. On essaye aussi de décoder leurs pensées pour essayer d'entrer en contact avec eux. Voilà, donc, effectivement, votre domaine, c'est effectivement la question de la motricité. Essentiellement. Et de ce côté-là, disons pour le futur proche, vous voyez des avancées? Alors, notre but, clairement, ce n'est pas de rester à la preuve de concept d'un pilote d'essai, une deuxième, 4 personnes en tout maintenant implantées avec le pont digital, mais beaucoup plus avec juste le système de stimulation de la moelle épinière qui permet de réactiver les membres paralysés et donc de se remobiliser. Donc on est arrivé à un moment où on a dépassé la preuve de concept et on est prêt à passer à plus grande échelle. Ça, on ne va pas le faire au niveau académique. C'est pour ça qu'en 2014, déjà, avec Jocelyne, on a créé une compagnie qui s'appelle Onward Medical, qui vraiment développe des implants médicaux qui sont dédiés à la récupération neurologique, qui maintenant vont être testés dès cette année à plus grande échelle aux États-Unis, pour espérer d'avoir une approbation américaine, de l'Union européenne aussi, et puis éventuellement une mise sur le marché. C'est l'objectif pour les prochaines années. On a donc une nouvelle technologie et puis je pense qu'effectivement avec cette technologie-là, on voit immédiatement les bienfaits qui vont avec, puisque pour quelqu'un qui est paralysé, remarcher, c'est véritablement regagner de la vie, d'une certaine manière. Et d'ailleurs, dans le domaine bioéthique, puisqu'on s'occupe de ces questions-là, on parle souvent du principe de bienfaisance. Le but de la médecine, c'est de faire du bien aux patients.
Mais c'est aussi dans la vieille tradition hippocratique l'idée qu'il faut d'abord ne pas nuire. Hein. On appelle ça principe de non-malfaisance. Alors justement, bon, les éthiciens ont peut-être un biais constitutif qui est de se dire oui, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même des risques avec ces nouvelles biotechnologies? Et la première sur laquelle, me semble-t-il, on bute, est la suivante, c'est-à-dire que si on décode les pensées de quelqu'un, on entre dans son intimité, dans sa vie privée, d'une certaine manière, on obtient des données qui sont peut-être des données personnelles, des données sensibles, et puis on se dit, oui, mais alors ça passe ensuite dans un ordinateur, est-ce qu'il n'y a pas des risques de hacking? Est-ce que vous avez été confronté à cette question-là? Alors, on va dire que notre décodage est relativement simple. On va simplement décoder la région du cerveau qui s'occupe de la motricité. On ne va pas dans les pensées intimes du patient. Et puis, on entraîne nos décodeurs juste à cette fonction-là. Donc, un hacking possible, oui, dans une éventualité futuriste qui serait plus pour bloquer un patient à la marche, hein, plus que véritablement aller lire sa pensée et puis lui faire des choses ou savoir son intimité, entrer dans son intimité. Bon, il y a toujours un fantasme populaire, et surtout chez les éthiciens, d'avoir des grandes craintes, surtout dans nos grands pays européens, nos traditions des Lumières, où on aime s'interroger sur ces problèmes éthiques, qui sont légitimes. Comme l'a dit Jocelyne, à l'heure actuelle, ils ne le sont pas parce qu'on a un décodage qui est extrêmement simple et on ne va pas aller dans les pensées intimes des gens. Cela dit, on voit déjà aux États-Unis, ceux qui travaillent plus sur la cognition, justement, on en parlait en introduction, aller décoder le langage, où ils sont capables, avec la même technologie qu'on utilise, mais dans d'autres régions du cerveau qui, elles, sont vraiment impliquées dans l'encodage de la parole, aller chercher des mots. Ils arrivent à lire des mots de la pensée des gens. Donc on se rapproche déjà de quelque chose d'un peu plus intime. Et même, il y a des travaux très récents, ou alors c'est avec une machine IRM, etc., c'est compliqué, mais qui ont réussi à décoder ce que les gens voyaient. C'est-à-dire qu'on leur projette des images, et en lisant le cerveau, ils voient quelle est l'image, plus ou moins, qu'ils sont en train de regarder. Donc on s'approche de plus en plus d'une image du cerveau, des pensées, voire des émotions qui seraient possibles, qui n'est pas du tout ce qu'on fait nous, mais qui peut-être posera des questions éthiques d'ici une vingtaine d'années. Oui, vous avez raison, ça fait partie des vieux fantasmes. Hein. Bon, pas seulement des éthiciens, parce que je me souviens quand j'étais petit, je lisais une bande dessinée qui s'appelait Bibi Fricotante, tout le monde a un peu oublié. Comme mon père. Il y avait un numéro, et oui, il y avait un numéro qui était les lunettes à lire dans la pensée. Et Bibi avait trouvé des lunettes, et il pouvait voir ce à quoi notamment la concierge pensait, elle se voyait en reine, etc. Donc effectivement, c'est un vieux fantasme, mais comme vous le dites, je crois justement, ça n'a pas grand-chose à voir avec les recherches. En tout cas pas à ce stade. Une autre inquiétude qui va dans le même sens, c'est, si j'ai bien compris, vous utilisez des algorithmes d'IA dans ces ponts digitaux. Hein. Alors, c'est peut-être un petit peu différent et c'est peut-être aussi un peu imaginaire comme crainte, mais avec l'IA, on en parle beaucoup en Europe maintenant, puis notamment en rapport avec les États-Unis et la Chine, mais on parle souvent de l'opacité de l'IA, le fait qu'on ne comprend pas ce qui s'y passe, qu'il faudrait qu'il y ait toujours un être humain dans la boucle, mais on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Et là aussi, est-ce que l'usage que vous faites de l'IA vous paraît problématique ou pas du tout? Alors nous, on le fait d'une manière pour le bénéfice des patients. Cela dit, on voit pourquoi les gens se posent ces types de questions. Et nous, dans un premier temps, on utilise les mêmes types de systèmes qui sont utilisés à l'heure actuelle dans ChatGPT, par exemple. D'ailleurs, notre système d'algorithme s'appelle BrainGPT, c'est comme ça qu'on l'a appelé. Il utilise le même type de système de réseau de neurones, dans lequel, effectivement, on ne sait pas vraiment ce qui s'y passe. Maintenant, nous, on contrôle vraiment la sortie. Donc, il n'y a pas de problème potentiel parce qu'on contrôle l'entrée et la sortie de la chaîne. Par contre, on était encore en discussion hier avec nos collègues de l'EPFL qui, eux, développent l'électronique, où on est maintenant en mesure d'avoir à la fois l'enregistrement, le décodage et l'encodage, c'est-à-dire quelle stimulation on va envoyer à la moelle épinière sur un morceau d'électronique, d'une manière tout automatique. C'est-à-dire qu'à un moment, on pourrait imaginer un patient chez qui on implante ce système, on allume la puce, et d'un seul coup, il va apprendre des connexions comme le ferait un enfant durant le développement, sans aucune intervention des chercheurs. Mais en même temps, ça reste dans un milieu très contrôlé, c'est motricité. Et puis on sait qu'on s'attelle à ce problème-là.
je dirais que c'est des fois plus troublant de recevoir un message de quelqu'un et de ne pas savoir si c'est lui qui l'a écrit ou s'il l'a écrit par ChatGPT, où là, finalement, on nous trouble encore plus, je trouve. Dans un objectif de traiter quelqu'un, de le faire marcher, c'est presque, même s'il y a une part d'inconnu et des choses qui sont encore assez extraordinaires pour nous, c'est plutôt dans le but de nous aider à aller plus vite et mieux pour faire marcher quelqu'un. Donc pour l'instant, moi, je vois que les avantages. Il y a beaucoup de choses qu'on faisait tout au début de nos études cliniques qui prenaient beaucoup de temps, de trouver la programmation de notre stimulation pour faire marcher quelqu'un, c'était plusieurs semaines de tests. Et puis maintenant, grâce à l'IA aussi, et puis à entraîner notre machine, on arrive en quelques minutes à décoder la meilleure fonction pour faire bouger, faire une flexion, une extension d'un membre. Et ça, on ne pouvait pas le faire avant, et ça, c'est vraiment les avantages de ces technologies. Mais je pense que c'est important effectivement que vous souligniez que enfin, on s'imagine parfois des risques un peu imaginaires, et dans la discussion publique, hein, d'ailleurs, ça paraît relativement souvent, mais qu'en fait, c'est beaucoup plus, j'allais dire terre à terre, c'est peut-être un petit peu une manière un peu trop simple de dire les choses, mais je veux dire, il y a un but qui est de faire marcher des patients et on utilise les moyens qui sont adéquats. C'est ça, en fait. Nous, on s'est fixé un cadre assez simple, puis tous les moyens sont bons pour améliorer cet objectif. Je me rappelle aussi, à Grenoble, vous savez, il y avait déjà un bon moment que Halim Louis Benabid, quand il a mis au point avec Pierre Pollack, je crois, enfin, c'est les implants cérébraux pour les parkinsoniens, pour supprimer les tremblements notamment. J'imagine que ce sont un peu les ancêtres de vos travaux, même s'il n'y avait pas de décodeur hein, à ce niveau-là. Mais la question avait été soulevée du fait que ces implants pouvaient modifier le caractère ou l'humeur des personnes qui étaient implantées. Et à une époque où la protection des données était peut-être moins marquée qu'actuellement, je me souviens que Benabid projetait des petites séquences vidéo où on voyait effectivement des gens, quand on stimulait leur implant, se mettaient tout d'un coup à rire ou voire au contraire presque à pleurer, etc. Donc, effectivement, dès qu'on intervient dans le cerveau, on intervient sur la motricité, mais les choses sont liées. Et de votre côté, est-ce que vous avez rencontré ce problème-là ou est-ce que ça vous préoccupe? Alors là encore, je dirais qu'on est dans un cas de figure complètement différent. Là, ce que vous mentionnez, la stimulation du noyau sous-thalamique chez des patients parkinsoniens, il faut s'imaginer qu'on va mettre une électrode dans un petit noyau qui fait 4 mm, dans lequel il y a une composante motrice pour améliorer les tremblements, la rigidité, et à peine 1 mm plus loin, on se retrouve face à une région qui module l'humeur. Donc une électrode, à l'époque, on n'avait pas les mêmes façons de pouvoir viser aussi précisément qu'aujourd'hui. Il suffisait qu'on soit un tout petit peu décalé, puis on pouvait provoquer ces changements d'humeur en stimulant, donc en modulant le circuit. Là, dans notre cas de figure, on ne va pas stimuler le cerveau, on enregistre le cerveau. Donc on ne l'influence pas. On va juste enregistrer la pensée pour la transmettre plus loin. Donc non, il n'y a pas de modification d'humeur avec notre technologie. Les seules modifications d'humeur qu'on pourrait voir, c'est soit l'encouragement du patient parce qu'il peut refaire quelques pas, ou son découragement parce que c'est trop long pour lui. Enfin, c'est ce qui va autour de cet entraînement. Cela dit, Jocelyne fait de la stimulation cérébrale profonde au moins une fois par semaine. Elle implante des patients parkinsoniens ou aussi qui souffrent de troubles obsessionnels compulsifs. Oui, alors ça c'est encore une autre indication, mais là c'est de nouveau de la stimulation cérébrale. Oui. Mais pour en revenir à Benabid, c'est quand même un ancêtre pour nous certainement, parce que c'était un des pionniers en stimulation cérébrale, mais c'est aussi grâce à son ingéniosité, qu'on implante nos implants en fait corticaux qui enregistrent la pensée, parce que c'est lui qui a mis cet implant au point, qui nous permet d'enregistrer, qui est en fait, comme dit Grégoire, un implant neurosurgical friendly, parce que finalement c'est comme un os électronique qui vient remplacer un petit morceau d'os et qui enregistre la pensée. On ne va pas toucher le cerveau, et ça a été mis au point aussi par lui, donc on l'utilise encore aujourd'hui. Je pense que c'est important ce que vous dites, la différence entre stimuler le cerveau qui induit des changements dans le cerveau hein, et simplement encoder ce qui s'y passe, comme on le fait avec un électroencéphalogramme d'une certaine manière. Hein. Voilà, donc ce n'est pas plus invasif de toute manière que cela. Donc effectivement, je pense qu'il faut bien distinguer les différents domaines pour éviter un certain nombre de confusions d'ailleurs. Votre but, donc, c'est, on pourrait dire, de faire marcher les paralytiques. Hein. Il y a un côté quasiment biblique dans cette façon de présenter les choses. Et c'est vrai qu'avec les neurotechnologies, et je crois les biotechnologies en général, il y a aussi une certaine crainte qu'on joue à Dieu, qu'on ne devrait pas, parce qu'on fait beaucoup trop et ce n'est pas notre domaine, etc. Enfin,
Peut-être moins en Europe, mais c'est un argument qu'on trouve aux États-Unis, dans les milieux conservateurs, qu'on joue à Dieu, playing God, hein, comme ils le disent. Alors, bon, c'est vrai qu'on se heurte à des limites. Hein. L'être humain, d'une certaine manière, enfin, il a un peu deux injonctions, c'est de dépasser ses limites et à la fois de ne pas aller trop loin. Hein. Est-ce que, bon, par ailleurs, derrière, il y a certains courants, comme le courant transhumaniste, qui pensent qu'il faudrait modifier profondément l'être humain pour en faire un être post-humain qui ne serait pas soumis à toutes les limitations de la condition humaine que nous connaissons. Est-ce que vous avez, dans le fond, déjà, est-ce qu'il existe une littérature où vous avez déjà été approché par des gens qui ont ce type de projet-là? Je ne sais pas qui est Dieu, hein. Mais si Dieu existe, la question c'est est-ce que ce n'est pas lui qui joue avec nous? Est-ce qu'il ne nous utilise pas comme un média d'investigation de sa propre création alors? Donc on est amené, en tant qu'être humain, à s'interroger qui on est. Est-ce qu'on peut finalement améliorer nos capacités? Nous, on le fait pour réparer l'être humain. Certains le feront clairement pour augmenter les capacités. Alors, on n'a jamais été approché pour aller dans ce type de direction. Ouais. On est plutôt approché par des personnes qui, comme vous, nous posent ces questions. Mais en tout cas, on ne doit pas travailler avec ce type de collaborateurs. Mais comme on dit souvent, c'est une évolution presque obligatoire, malheureusement, de ces technologies. Hein, on prend des fois l'analogie de la chirurgie cosmétique, qui est née des blessés de guerre. On a voulu les réparer, on s'est rendu compte qu'on pouvait changer finalement l'apparence. C'est devenu la chirurgie esthétique. Et bien peut-être qu'un jour, il y aura aussi de la neurochirurgie cosmétique, à savoir les gens vont vouloir augmenter leur capacité cognitive, mémoire, etc. Ils viendront voir Jocelyne pour avoir les implants d'Elon Musk, pour augmenter leur connectivité avec le monde digital. Pour nous, on pense que ce n'est pas une bonne chose. Surtout, on est très très loin encore d'avoir les capacités technologiques à le faire pour qu'il y ait un sens. Bon, on le fait déjà, hein, quelque part avec nos téléphones, sauf que ce n'est pas implanté. Voilà. On augmente notre mémoire et notre capacité de recherche dans des sujets. Le téléphone est bien plus efficace que les implants d'Elon Musk à l'heure actuelle, je peux vous dire. Il y a chez des psychologues de la cognition ou des neuropsychologues et chez certains philosophes une théorie qui s'appelle la théorie de l'esprit étendu, qui consiste à dire que, dans le fond, il ne faut pas limiter notre esprit à ce qui est dans notre tête, mais qu'il faut y adjoindre tous les outils cognitifs que nous utilisons, et effectivement le téléphone, même l'agenda. Et y compris la manière dont on éduque les jeunes, parce qu'on ne peut plus éduquer, je pense, aujourd'hui les jeunes comme on l'a fait il y a 50 ans, quand il n'y avait pas justement ces outils où on pouvait étendre notre pensée, notre mémoire. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle, je veux dire, on ne peut plus maintenant nier le fait que ChatGPT existe et puis qu'on est au balbutiement de cette technologie, qui va vraiment être une extension énorme de notre connaissance, de notre capacité à générer du savoir, de la connaissance, etc. Donc il faut mieux la maîtriser plutôt que de l'interdire. Il y a toujours des vieux conservateurs. Hein. Bon, dans l'histoire, vous prenez l'histoire de la philosophie. Pardon ? Il y en a très peu, surtout en philosophie. N'est-ce pas ? Même pour prendre un exemple, Platon écrit contre le fait de l'usage de l'écriture parce qu'il pensait que ça allait modifier notre cerveau. Enfin, c'est pas comme ça qu'il s'exprime, hein, mais je veux dire, et parce que notre mémoire allait diminuer de manière importante, et c'est probablement vrai d'ailleurs. Mais de notre côté, l'écriture, puis plus tard l'imprimerie, tout ça ont plutôt décuplé nos capacités. C'est vrai qu'on investit de l'énergie ailleurs. Les technologies, en principe, ont toujours été une manière pour les êtres humains de progresser, de régler leurs problèmes. Pour ça, aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes, on voit, entre le réchauffement climatique, l'intelligence artificielle, etc. Pour moi, la solution, elle est technologique. La technologie doit pouvoir régler beaucoup de problèmes de l'être humain. Après, il faut bien savoir l'encadrer. Je me rappelle, moi, jeune étudiant en thèse, j'avais assisté à une conférence d'Axel Kahn, qui était maintenant décédé, mais qui était le président du comité d'éthique français à l'époque, et qui avait fait un discours sur les dangers justement du progrès. Et donc j'étais allé le voir à la fin pour acheter son livre. Il m'a demandé quel est votre nom. Je lui ai dit je m'appelle Le Progrès. Et il m'avait signé, il a dit quel est ton nom? J'ai dit alors Grégoire. Il a dit à Grégoire qui a raison de croire en la science, au progrès, qu'il fasse aussi en sorte que ce soit un progrès pour l'humanité. Et en fait c'est ça qu'on doit toujours avoir en tête quand on développe des technologies comme nous, de garder l'humanité, l'être humain finalement au centre de ces technologies pour bien l'entourer. Dans ce que vous avez dit, une autre distinction est assez importante, c'est la distinction entre réparer et
augmenter ou améliorer. Hein. Effectivement, la médecine est essentiellement réparatrice, même si, bon, c'est vrai que des fois la limite n'est pas toujours extrêmement claire. Hein. Et puis, il y a, comme vous le soulignez aussi, des mouvements qui pensent qu'il faut améliorer l'être humain. D'ailleurs, c'est un peu paradoxal parce qu'il s'agit d'augmenter ou d'améliorer l'être humain pour lui permettre de résoudre les problèmes qu'il a en tant qu'être humain. C'est-à-dire qu'il est mortel, notamment. C'est notre plus grand problème. Exactement. Et puis qu'il ne vit pas toujours dans le bonheur maximal. Hein. Donc, mais là aussi, je pense qu'il y a des craintes qui ne font pas cette distinction et que cette distinction est importante à faire. On le voit énormément. D'ailleurs, il y a énormément d'investissements. Aujourd'hui, tous les multimilliardaires, oligarches américains, aujourd'hui investissent dans l'augmentation de la durée de vie. C'est le plus grand business de start-up à l'heure actuelle. Personne ne veut mourir. Oui, puis au XXe siècle, on a gagné plus de 30 ans de longévité. Je n'ai jamais entendu personne s'en plaindre. Je me dis que les gens ne s'en plaignent pas, mais comme vous le disiez tout à l'heure, ils ne sont pas dans le bonheur absolu. Donc, c'est quand même un peu un paradoxe de vouloir vivre plus longtemps, mais pas nécessairement en cherchant le bonheur. Une grande discussion philosophique serait de se demander encore qu'est-ce que c'est que le bonheur. Voilà, on part dans des... Voilà. Mais si on revient à vos implants, parce qu'effectivement, il y a encore une question que j'aimerais vous poser, c'est que, bon, j'imagine avec les recherches qui ont été faites et qui vont encore être faites, c'est un traitement, on espère qu'il sera mis sur le marché, mais qui va coûter sans doute très cher. Alors, bon, c'est souvent le cas avec les neurotechnologies et les biotechnologies, hein, même les traitements pour le cancer. Hein, on a ce problème maintenant un peu partout. Est-ce que c'est un traitement qui va être réservé aux riches des pays riches et même est-ce qu'il va être accessible dans des pays comme le nôtre? Et puis, que penser alors d'autres pays? Et comment faire pour que les choses ne soient, disons, pas trop inégalitaires d'une certaine manière? Non, je pense qu'en tout cas, on peut faire beaucoup l'analogie avec ce qui existe déjà maintenant. Donc, les implants pour stimuler le système nerveux existent pour traiter la douleur, la maladie de Parkinson, comme on l'a dit tout à l'heure, et on en fait toutes les semaines. Et ça, c'est des implants qui sont coûteux, mais qui, dans les pays tels que le nôtre ou tous les pays industrialisés, sont accessibles et remboursés par les assurances. Et ça, c'est la clé aussi. Il faut que ce soit accepté comme un gain pour un patient suffisamment important pour qu'une assurance se dise ça vaut le coup de le rembourser parce que la personne ira mieux, aura moins de complications en n'étant pas grabataire. Vous voyez, il y a toutes ces choses qui sont prises en considération. Donc je pense que oui, ça va être un jour un traitement qui sera accessible. Après, est-ce que ça sera accessible au monde entier? On se pose déjà la question maintenant pour les implants qui traitent justement la maladie de Parkinson. C'est vrai que dans les pays en voie de développement, c'est plus difficile d'accéder à ce type de thérapie. Donc je pense que l'inéquité restera à peu près pareille, en tout cas dans un futur proche. Surtout que là, on mentionne le coût de l'implant, mais il y a aussi l'implantation, la technique chirurgicale, compliqué quand même, donc il faut entraîner des gens, et puis après des ingénieurs qui doivent optimiser la stimulation, etc. Donc il y a toute une chaîne de savoir, d'expertise à mettre en place qui est assez difficile pour des pays en voie de développement. Qu'on simplifie, mais peut-être pas suffisamment encore pour ce... Donc ce n'est pas uniquement une question de coût, mais de compétence aussi, d'une certaine manière. Ouais. Mais en tout cas, la compétence, je pense qu'on pourra la diffuser, en tout cas pour des pays qui ressemblent aux nôtres, quoi. Enfin en Europe, en Amérique du Nord, c'est clair qu'on pourra diffuser ce type de traitement. Et c'est pour ça aussi qu'on commence par un traitement simple. Et le premier, oui, on va commencer par un traitement simple parce qu'on vous a parlé de la motricité. Mais il est vrai aussi qu'après une lésion de la moelle épinière, vous savez, on n'a pas seulement des problèmes de motricité, mais aussi des problèmes de régulation de la pression artérielle. Et ça, justement, en stimulant la moelle épinière, on a réalisé qu'on était capable de réguler la pression artérielle, mais sans entraînement. Donc c'est juste un on-off. Donc encore plus facilement accessible, encore plus facilement diffusable dans le monde entier. Ah ben, écoutez, ce sont là d'excellentes nouvelles. Hein. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions et je vous souhaite plein succès dans vos futures recherches. Merci beaucoup.